Par le résumé, ce lundi matin, Covid-19, un passeport vaccinal peut-il devenir obligatoire pour voyager? Ce sera notre grande interrogation au cours de ce débat. Avec les annonces sur les vaccins anti-Covid, les compagnies aériennes voient le ciel s'éclaircir. En effet, l'arrivée de la vaccination leur permet d'imaginer des jours meilleurs avec le retour des passagers dans les aéroports. Mais comme pour toute reprise d'activité avec en toile de fond une épidémie, ce retour à la normale doit se faire sous certaines conditions. Et l'option d'un passeport attestant de la vaccination contre le virus pourrait être aujourd'hui la solution. L'année 2020 est cauchemardesque pour l'aérien. Entre les fermetures de frontières, la suspension des vols vers les pays considérés comme à risque ou les quatorzaines imposées, les transporteurs aériens ont perdu 60% de leur chiffre d'affaires lors de la crise sanitaire, selon le bilan présenté le 24 novembre dernier par l'organisation IATA, International Air Transport Association. Dans ce contexte délicat, l'arrivée des vaccins pourrait être une aubaine pour les compagnies aériennes. Mais comment vérifier le statut vaccinal des voyageurs? Certaines compagnies, dont Qantas en Australie, poussent vers le développement d'un passeport vaccinal. Qu'est-ce que le passeport vaccinal, me demanderez-vous? Eh bien, c'est la compagnie aérienne australienne Qantas qui a soulevé l'idée. Son PDG Alan Joyce a déclaré que le vaccin était désormais une nécessité pour quiconque voulait entrer et sortir d'Australie via sa compagnie. Il déclare, je cite, « Nous demanderons aux gens de se faire vacciner avant de pouvoir monter à bord de l'avion », a-t-il indiqué à la chaîne de télévision Channel 9 le 23 novembre dernier, comme le relaie d'ailleurs le site australien News ce matin. L'idée du passeport vaccinal est assez simple. Pour monter à bord de l'avion, le passager devra montrer la preuve qu'il a bien été vacciné contre le coronavirus. Ce projet va être testé rapidement par la compagnie et pourrait s'étendre à d'autres entreprises concurrentes en cas de succès, nous fait savoir d'ailleurs, il faut le dire comme ça, Monsieur le Président. Quelle forme pourrait avoir d'ailleurs ce passeport? Afin de ne pas contribuer à la flambée de l'épidémie de coronavirus dans le monde, les compagnies aériennes proposent de développer un écosystème permettant le partage d'informations avec les autorités sanitaires et les professionnels de santé des différents pays. Le IATA Travel Pass, c'est comme ça qu'on va l'appeler, le IATA Travel Pass gérera et vérifiera le flux sécurisé des informations nécessaires sur les tests ou les vaccins entre les gouvernements, les compagnies aériennes, les laboratoires et les voyageurs. Ce laissez-passer de santé numérique soutiendra la réouverture en toute sécurité des frontières, comme l'explique d'ailleurs Air Mag. D'autres projets sont en cours comme l'application du Common Pass de l'ONG Common Project, fonctionnant sur le même principe que IATA Travel Pass. L'interface Common Pass sera utilisée en décembre, d'ailleurs par les compagnies United Airlines, Lufthansa, Virgin Atlantic, Swiss International Airlines et JetBlue pour certains vols en partance de New York, Boston, Londres et surtout Hong Kong. Le nouveau passeport pourrait également fonctionner de la même manière que les certifications actuelles contre la fièvre jaune. Rappelons d'ailleurs que depuis 2005, près de 200 pays sont signataires du règlement sanitaire international élaboré par l'Organisation mondiale de la santé et reconnaissant le certificat international de vaccination. Plusieurs pays d'Afrique exigent ce carnet jaune lors de la demande de visa ou à l'entrée sur leur territoire et les certificats sont délivrés dans des centres agréés par chaque État pour des vaccins validés par l'Organisation mondiale de la santé. Les autorités pourraient donc décliner ce dispositif et ajouter le coronavirus à la liste des vaccins exigés pour voyager. Est-ce réellement applicable? Je me pose d'ailleurs cette question. Une compagnie aérienne peut exiger une preuve de vaccination au moment de l'embarquement. On précise, elles peuvent mettre à jour leurs conditions générales, explique à LCI l'avocat Thierry Mazoyer, spécialiste dans le droit aérien. Il dit: si un pays exige que sa population soit vaccinée, les voyageurs n'auront de toute façon pas le choix et les compagnies devront assurer que les voyageurs n'auront eux aussi reçu un vaccin. Voilà ce qui se passe dans le monde. Et voilà pourquoi nous également, ce matin du lundi 11 janvier 2021, nous nous interrogeons. Un passeport vaccinal peut-il devenir obligatoire
pour voyager. Je vais me tourner vers vous, Président Bandakani. Voilà donc les dispositions qui sont déjà prises dans les jours à venir. Et si vous me posez la question de savoir pour quand, eh bien, je vais vous dire que IATA a précisé dans les prochaines semaines. L'IATA, l'Association internationale du transport aérien international Airlines Group, IAG, devrait entreprendre un essai pour démontrer que leur plateforme, combinée au test Covid-19, peut permettre la réouverture de la plupart des voyages internationaux sans quarantaine nécessaire. L'interface pourrait voir le jour d'ici au premier trimestre de 2021. D'ailleurs, on pense dans les semaines à venir, au trop tard, le 14 février prochain. Monsieur Ngoz, nous sommes là devant ce que j'ai appelé la fin de ce qu'on a appelé la théorie du complot. Oui. Ça veut dire que quand un complot devient réel, le complot est terminé. C'est terminé. Alors on a voulu massacrer les soi-disant complotistes. On les a même massacrés, démocratiquement et politiquement. J'ai suivi encore ces derniers jours aussi l'Union européenne qui dit qu'elle va monter en force contre les théories complotistes. C'est amusant, la théorie du complot s'est terminée puisque tout ce que les complotistes, entre guillemets, disaient est accompli. C'est clair, accompli. Quand le Covid, ce qu'ils appellent le Covid ou la Covid, a commencé, nous avons fait des émissions, M. Ngoz, où nous avons annoncé que c'était ça qui était en préparation. Justement. Vous vous souvenez? On l'a dit sur ce plateau depuis mars dernier. Et nous avons reçu les tirs venant de ce que notre ami Anatole a dit tout à l'heure et était en train d'interpeller. Mais nous, on aime les tirs. Ça fait partie du jeu. J'aborderai sur 3 aspects. L'aspect politique et géopolitique, l'aspect de ce qu'on appelle le droit international et les aspects nationaux. M. Ngoz. Premièrement, il faut commencer par... Parce que ce que ça met sur la table là, ça pose sur la table notre rapport à ce qu'on a appelé le système international. Beaucoup de pays, d'abord tous les pays du monde ont fait croire à leur peuple, ils vont continuer à faire croire qu'on est dans un monde globalement intégré, ce qui signifierait que, n'est-ce pas, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes défis et que nous sommes une fraternité sans contradiction. L'autre avait appelé ça le village planétaire. Oui. C'est quoi? C'est McLuhan, un autre théoricien de la globalisation, avec le village planétaire, avec tout ce que cela comporte comme escroquerie. Donc, là, ça pose le problème de savoir si ce discours est vrai, si ça vaut la peine, si on peut encore croire à tous ces balivernes que nous a racontés sur la soi-disant globalisation, mondialisation, donc ce qu'on appelle la communauté internationale. Oui. Donc ça a commencé par là, et je vous salue, on a fait une émission ici sur la communauté internationale. Je renvoie les gens à aller voir ce qui avait été dit, n'est-ce pas, durant cette émission. Comment ce système international s'est constitué? Parce que quand on dit système international, rapidement, tu te dis, bon, ils ne vont pas discuter. Ça vient du ciel. Même Dieu, ça vient de Dieu. C'était des bonnes aspirations qu'il y avait derrière. Et ceux de l'époque étaient d'accord. Ça a été un véritable consensus qui a permis l'émergence de cette institution. Il faut d'abord balayer ça très vite, sans reprendre ce que nous avons déjà dit dans cette émission. D'abord, il n'y a jamais eu de consensus. Oui. Des pays comme l'Afrique, des pays africains, et pour ne pas dire les autres, ont été embarqués de force dans ça. Parce que vous savez qu'après dans les 2 guerres, les Africains ont subi ces 2 guerres. Quand ils ont participé, c'était pour être les garçons de course, n'est-ce pas, au niveau militaire, des Européens en général, et des Français en particulier. Donc on nous a embarqués dans l'affaire, on n'y comprenait absolument rien. Aucun pays africain à l'époque n'a lu aucun de ces traités quand on l'écrivait. Il faut le dire. Aucun n'a lu aucun de ces traités quand on les écrivait. On n'a pas participé, on n'a pas élaboré, on n'a même pas lu. On a été embarqué dedans par le biais de la France. Pour parler de ceux du précaré français, ceux qui étaient avec les Anglais. Voilà comment ça s'est passé. Mais même à leur vrai niveau maintenant, quand vous allez voir comment l'ONU, l'OMS, tous ceux se sont mis sur pied, vous allez voir que c'est un groupuscule d'individus coiffés par les 13 familles phéniciennes dont je parle tous les jours ici, dont les Rothschild et les autres, qui se sont assis, ont élaboré ces choses, ont même créé les conditions matérielles, ont donné du terrain, sous le cadre de l'OMS et de l'ONU, ont donné le terrain et les plans des bâtiments déjà faits. Or, quel est le projet de ces familles? C'est la transhumanité. C'est-à-dire
la liquidation de l'espèce humaine. Monsieur Goss. Et les moyens par lesquels ces familles veulent arriver à ça, c'est des trucs comme la pédophilie. Bon, maintenant, les images sont dehors, n'est-ce pas? Oui. Là encore, c'est plus les complots. Les images sont dehors. Des crimes rituels, bref, un système satanique et extrêmement esclavagiste, de perversion totale. C'est ça qui est le moyen pour arriver à ça, monsieur Goss. Il faut bien situer ça. Deuxième élément que je mets sur la table. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un carnet jaune à un passeport vaccinal généralisé? Là encore, vous voyez, une grande escroquerie. Il faut qu'on dise par quel moyen. Tout à l'heure, vous avez parlé du règlement sanitaire. Oui. L'OMS, je l'ai déjà dit ici, et ça commence à être prouvé. Dans le départ de cette soi-disant pandémie, nous avons indiqué que l'OMS a violé les tests internationaux. On est obligé d'utiliser le langage. C'est en toute illégalité que l'OMS a déclaré que nous sommes en face d'une pandémie. C'est-à-dire que les critères même technico-sanitaires qui doivent être mobilisés pour appeler une maladie pandémie au niveau mondial, avec toutes les conséquences qui vont sortir, M. Ngoz, ont été totalement violés par l'OMS. Et la preuve, c'est quoi? L'OMS actuellement est en train de vous dire que c'est maintenant qu'elle commence à faire l'enquête pour savoir d'où vient la pandémie. Vous êtes au courant? Oui. Et il y a une mission de l'OMS qui voulait aller en Chine, qui voulait entrer en Chine. Vous êtes au courant qu'on les a fermé la porte? Les Chinois ont dit, vous n'entrez pas ici. Et pourtant, ils sont très liés. La Chine et l'OMS, depuis le début de cette affaire, ils semblaient être en accord. Vous comprenez? C'est maintenant que l'OMS veut aller chercher l'origine de la pandémie. Alors, c'est déjà très grave. Donc, on a déclaré une pandémie sans savoir son origine, sans maîtriser. Sans faire même des enquêtes. Si vous n'avez pas l'origine d'une pandémie, ça veut dire que sur le plan technique, au niveau de la traçabilité, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais les choses vont sortir qui seront encore plus graves. Vous voyez que l'OMS a violé ça. Si le règlement sanitaire est violé. Deuxièmement, l'OMS est une institution dérivée de l'ONU. L'OMS, c'est une dérivée de l'ONU. Donc, l'OMS, c'est le principe du parallélisme des formes, n'est pas supérieur juridiquement à l'ONU. Et l'ONU, sa base, c'est quoi? C'est la charte des Nations Unies. Oui. Cette charte, sa pierre angulaire, c'est quoi? C'est son article 1 ou 2. Peut-être elle a peut penser à ça mieux que moi. Mais Souni me joue un tour là maintenant. Dit que la pierre angulaire, c'est la souveraineté des États. La pierre angulaire. La souveraineté des États. Alors, les institutions internationales sont censées provenir des concessions de souveraineté, des parts de souveraineté que font les États-nations, les États nationaux à cette organisation. Et on veut le faire croire donc que les faux théoriciens ont fait croire que il existait donc par là une supra-juridiction internationale qui soumettait désormais les États à ces organisations-là. Eh bien, c'est faux. Ça n'existe pas et c'est faux. Et les faits le démontrent. En tout cas, l'existence des cinq puissances à l'ONU démontre que ça n'existe pas. Et deuxièmement, vous voyez, M. Poutine a mis dans sa constitution d'éléments que le droit russe est supérieur au droit international. Et le comportement des puissants dans le monde se passe de commentaires. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, qu'on me dise par quelle magie on passe du carnet jaune à un passeport vaccinal. Oui. Je suis là déclaré sur le plan juridique. Et est-ce que c'est à Yatta de faire ça? Est-ce que c'est à Yatta de faire ça? Ça, parce que vous êtes une compagnie, vous êtes une association de droit international qui est censée coordonner le mouvement de droit dans le monde, oui. Que ça vous donne des compétences dans un domaine comme celui-ci pour dicter et imposer, n'est-ce pas, un tel document à tous les États du monde. M. Mousse. À tous les États du monde. Donc, il y a un problème juridique sérieux là-dedans. À tout point de vue, comment est-ce qu'on passe, n'est-ce pas, du passeport, du carnet jaune, qui ne dérange personne, qui ne pose aucun problème à personne, qui ne dérange rien, comment on fait le saut là pour arriver à un passeport vaccinal et de surcroît qui donne le droit à Yatta de se substituer aux États pour imposer ça. M. Goss. Alors ça revient à la troisième dimension que j'ai invoquée. Vous allez voir que partout ça se passe. Partout ils font ça. Prenez le cas de la France. Si on prend la France comme cas d'école. La France, M. Macron vous dit, le vaccin n'est pas obligatoire. Il fait un discours solennel, il prend des grands airs, il dit qu'il n'est pas obligatoire. Dès qu'il finit son discours, ça fait pas 5 minutes, les grandes entreprises françaises vous disent que, ok, si quelqu'un veut travailler dans l'autre entreprise, il doit avoir le vaccin. Si quelqu'un veut entrer dans un restaurant, il doit avoir le vaccin. Si quelqu'un veut aller à la plage, il doit avoir un vaccin. Si quelqu'un va, on est en train d'arriver, si quelqu'un veut faire l'amour à sa femme,
Il faut un vaccin. Vous avez vu les images en Écosse, dans quel pays, où la police est entrée dans une maison pour vérifier dans la maison et dans les chambres s'il y avait la conformité à ce qu'ils appellent règle barrière. En Écosse. Il y a eu plusieurs cas en Australie et ailleurs. Donc, on voulait ça. Donc, vous comprenez quoi? Vous comprenez donc que le politicien, entre guillemets, comme Macron, politicien global, pour être poli, mais qui est membre de la cabale, qui est dans un complot pour liquider l'humanité, peut venir vous raconter des histoires pour dire que non, ça sera libre. Ça, c'est pour l'opinion publique, pour ne pas vous froisser. Mais dès qu'il vous dit ça, les entreprises, et là vous allez voir le lien qu'il y a entre les multinationales, le Covid et tout ce qui nous est en train de nous arriver, et ce projet de nous transhumaniser. Vous voyez le lien qui est clair. Vous voyez que dès que le politicien, l'homme politique, kabbaliste, vient vous mentir en public, il vous dit que, ok, il n'y a pas c'est pas obligatoire. Les structures matérielles qui conditionnent vos décisions tous les jours, M. Ngoff. C'est-à-dire que si on commence à vous demander de choisir entre votre emploi, ce qui vous fait vivre et une mesure sanitaire, mais c'est le crime des crimes, vous n'avez pas le choix. Si moi je vis d'agriculture, et comme on me dit désormais que si je veux planter mes souches là, hein, mes plants, si je veux les planter désormais, il faut que je présente un document sanitaire, mais soit je me suicide, soit je n'ai pas le choix. C'est le stade suprême de la tyrannie. C'est pire que Hitler. C'est-à-dire, Hitler, c'est un enfant de cœur quand vous êtes devant un truc comme ça. Mais c'est ce qu'on est en train de vous faire. Pour vous dire les liens qui sont en train de se mettre en place. Il faut bien comprendre cette affaire, les liens. Donc, à partir de là, vous comprenez que le Covid, c'est quoi? Mais derrière, c'est quoi? C'est un projet économique. C'est un projet économique qui vise complètement une réorganisation totale de l'économie mondiale au profit des kabbalistes, mais avec la condition que nous transhumanisons. Oui. Et cette transhumanisation ne demande pas ton avis. On t'a déjà dit comment? Par le vaccin. J'arrive avant de terminer les deux derniers points qui me restent. Le vaccin, là, dont on a entendu parler. Vous voyez bien que tout le monde dit février, il y a quelques semaines. Il y a le 14-15 février. Vous ne faites pas le lien avec le 20 janvier aux États-Unis? Justement. Monsieur Jean Castex, ou monsieur Jean Castex, ou Jean Castex, je ne sais pas comment vous Castex, Premier ministre français. Vous réussissez à prononcer ça? Bon. Castex, Castex. Castex. Cache-sexe. C'est-à-dire que c'est compliqué. Allons-y. Il est Premier ministre en France, il paraît qu'il faut le respecter. Donc, il vous a dit l'autre jour, quand il présentait dans son allocution de fin d'année, l'autre jour, faisant le point sur le Covid, il dit que la date importante, 20 janvier. Hier, tu as vous dit, après, dans quelques semaines, après le 20 janvier, faites pas le lien avec l'arrivée de M. Biden au pouvoir. On entend de programmer d'ailleurs un troisième confinement du côté de la France pour le 20 janvier. Vous ne voyez pas, c'est ce que je voulais dire, merci d'avoir bien résumé. Vous ne voyez pas le lien? Vous n'êtes pas en train de voir le lien? Donc tout ça est lié à l'arrivée de M. Biden au pouvoir. Et ça me permet de dire maintenant que, au-delà des émotions, M. Ngoff, au-delà des émotions, quand une équipe politique arrive au pouvoir, ce qui est important pour des hommes normaux et sérieux, ce n'est pas la relation que vous avez avec ces gens, ce n'est même pas vos émotions, ce n'est pas s'ils sont beaux, s'ils s'habillent bien. Il y a les Africains qui disent que Kamala Harris est très belle, elle s'habille bien, elle est stylée. Les Africains, ça dit que voilà le niveau du débat. Je vous dis, c'est sérieux, beaucoup d'Africains. Hein, ils sont très nombreux d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Disent, les Africains sont sur Internet, ils jubilent, ils disent que vraiment. Alors, le débat est de savoir, ils portent quel projet? Et voilà le projet de M. Biden. Vous voyez, il n'est même pas encore arrivé au pouvoir. Il arrive seulement, les choses sont en train de se mettre en place. En place, M. Ngoss. Donc, tous ceux qui s'élèvent là en Afrique, et vous les voyez de plus en plus nombreux, ça veut dire qu'ils doivent donc assumer et accepter tout ce que M. Biden est en train de porter quel projet. Encore que bon. D'ici là, on verra. Sans commentaire, d'ici là, on verra. On aura le temps d'ailleurs d'en parler. On verra tout à fait. Bien. Comme il dit et tout, on verra. Je termine avec la question de la souveraineté nationale. Le lien avec la souveraineté nationale. On nous a longtemps dit, et je viens de rappeler, avec la Charte des Nations Unies, que le système international a pour pierre angulaire la souveraineté nationale. Parce qu'aucune de ces puissances-là, quand elle braille là, lorsque vous la menacez un peu, quand ils sont menacés un peu, ils rappellent ce principe rapidement à l'ONU. Oui. La France l'a rappelé quand la commission de l'ONU des droits de l'homme a rappelé à la France qu'elle avait exagérément violé les droits de l'homme sur la question des gilets jaunes. M. Macron a dit, mais vous êtes qui pour parler comme ça? C'est pareil à l'Union européenne. C'est pareil là. Alors, nous sommes à la fin des souverainetés nationales. M. Ngoss, cette affaire de vaccin, de passeport vaccinal, et tout ce qu'on nous amène là comme grande recette signifie la fin des souverainetés nationales. Oui. Alors moi je pose la question. Comment les souverainetés nationales se sont constituées? Il me semble que ce sont les peuples
dans leur conquête, qui ont fait émerger dans tout ce que cela comporte l'idée de la souveraineté nationale. Mais si on veut y mettre fin, M. Ngos, on demande l'avis des peuples. Est-ce qu'on demande leur avis? Non. Non du tout. Les gens qui dirigent le monde, les vrais patrons du monde, n'ont jamais eu un mandat populaire. Rothschild, est-il a fait une élection un jour? Jamais. Vous avez entendu même un seul fils Rothschild faire une élection un jour? Parmi les 13 familles phéniciennes là, vous ne connaissez même pas leur visage. Mais ils dirigent tous vos hommes politiques. Ils les contrôlent tous. Donc finalement, la non-élection commande, inspire, fait de l'élection son marchepied, M. Ngos. Donc, fin de la souveraineté nationale. Et le Covid encore le démontre. On vous dit que le peuple est sacré dans tout ce qu'il faut faire. Que le peuple, on l'adore. Mais quand on lance le Covid, on lui dit tais-toi, tu ne sais rien, tu es un vaurien, tu es un illettré, un inculte. L'affaire, si elle est trop sérieuse pour toi, c'est un comité scientifique qui dit ici le savoir et la science. Tu fermes ta gueule. Donc les démocrates africains qui dansent et qui voltigent là, ils doivent bien comprendre ce qu'on est en train de leur dire, avec cette mise entre parenthèses, et je suis gentil, de souveraineté nationale. Paul, et là, on se dirige finalement vers un gouffre quand on sait pertinemment que IATA va demander à toutes les compagnies aériennes d'exiger ce passeport vaccinal. D'ailleurs, le président Badakali nous a souligné tout à l'heure un autre détail. On est quitté justement de ce livret jaune. Finalement, on va nous exiger un passeport vaccinal. Et d'ailleurs, du côté de l'Australie, on insiste, on persiste et on signe avec la dernière énergie. Il le faut à tout prix. Bienvenue dans le retour à la pensée unique. C'est exactement ce que le président Banakani est en train d'expliquer et c'est factuel. Il suffit de regarder le cours des événements, il suffit d'avoir une lecture de ces événements-là depuis toujours aujourd'hui. Nous sommes en train de rentrer dans la pensée unique. L'hégémonie et l'impérialisme des plus puissants, qui en réalité ne constituent qu'un groupuscule de puissants visibles et invisibles, qui veulent imposer leurs lois. Retour à la pensée unique, quand on se rend compte des agissements et de la manière dont les choses sont en train de se programmer et de se faire sous nos yeux. Et souvent, de façon... On regarde souvent ça pour beaucoup, malheureusement, d'Africains, puisque ici, ce qui nous intéresse ici, c'est l'Afrique. Beaucoup d'Africains regardent ça de façon assez naïve et c'est ça qui est affligeant. Quand vous vous rendez compte que aujourd'hui, des chefs d'État, pour parler du président américain actuel, oui, le président sortant, des chefs d'État sont sanctionnés par des médias. Alors que Facebook, Twitter décident de sanctionner Donald Trump et de fermer son compte. Il est encore président jusqu'au 20 janvier. Hein. Il est encore président, c'est pour ça que je dis président sortant. Il est encore président. Un président en exercice dont on décide de fermer son compte Facebook, Twitter et tout ce qui va avec. De médias décident de fermer leur compte. Le compte d'un président de la République en exercice. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut lire entre les lignes. Parce que, malheureusement, j'insiste sur les Africains parce que c'est les Africains qui nous intéressent. On est encore un peu dans l'émotion. On est encore trop souvent dans l'émotion. Oh, on aime bien Joe Biden. Oh, Kamala Harris, c'est une noire. Barack Obama, on a vu d'ailleurs. Oh, Barack Obama, c'était un Africain. On a vu ce qu'il a fait. Justement, c'était le président américain le plus violent, oui, qui a perpétré, qui a entretenu les guerres les plus sanglantes depuis des décennies. Et c'est le président sous lequel, malheureusement pour les illusions des Africains, qui jubilait quand il a été élu, c'est le président sous lequel les Noirs ont subi les pires atrocités. Y compris aux États-Unis. Aux États-Unis, je parle des États-Unis. Donc il faut qu'on arrête avec l'émotion et il faut qu'on fasse preuve d'esprit analytique. Ça, c'est l'appel que je lance aux Africains et que je ne cesserai de lancer. Quand on nous parle de passeport vaccinal, ça s'inscrit exactement dans la logique de la pensée unique, de nous imposer ce qu'ils veulent nous imposer. C'est la fin de la démocratie, c'est la fin des libertés. C'est l'orientation vers ce qu'on décide pour vous, on pense pour vous et sans on vous demander. Sans vous le demander, c'est exactement ce dans quoi on est en train de s'inscrire. Comment on peut parler de passeport vaccinal quand ce vaccin est en réalité une supercherie internationale, une escroquerie à ciel ouvert? Vous avez entendu parler d'Alain Fischer. Oui. Alain Fischer, c'est le précurseur de la technique
d'ARN messager. C'est le précurseur de la technique d'ARN messager. C'est un professeur en médecine biologique, en immunologie, voilà, qui a mis sur pied et qui a contribué grandement à mettre sur pied la technique d'ARN messager. Alors, face à la réticence des Français, puisqu'il est français, 49% de Français sont réticents à se faire vacciner, le gouvernement français a commis Alain Fischer pour convaincre les plus réticents. Et l'a donc nommé à la tête du projet de vaccination nationale en France, qu'on a d'ailleurs appelé Monsieur Vaccin. Mais vous savez quelle déclaration a faite Alain Fischer il y a quelques jours? Allez-y, vous allez me dire. Premièrement, Alain Fischer dit, il demande la plus grande prudence. Parce qu'il dit, premièrement, jusqu'ici, c'est lui qui parle, Alain Fischer, l'initiateur principal de l'ARN messager, donc de la technique des vaccins qu'utilisent aujourd'hui Moderna, Pfizer et les autres. Il dit, je demande la plus grande prudence parce que jusqu'ici, nous n'avons que des communiqués de presse des industries pharmaceutiques. Et il dit, je suis impatient d'obtenir et d'avoir sur ma table les publications scientifiques sur ce vaccin. Oui. Il n'y a pas jusqu'à présent. Il n'y en a pas. C'est juste des communiqués de presse qui sont reliés à coups de propagande par les médias. Les médias mainstream, ça il faut le préciser. Les médias mainstream. Deuxièmement, il dit, ce vaccin n'octroie une sécurité que sur 2 à 3 mois en termes d'immunité. Et encore, c'est Alain Fischer qui le dit, c'est pas moi. Il y a quelques jours, hein, on est en janvier 2020. Et troisièmement, il 2021. Dit... En 2021, autant pour moi. Et troisièmement, il dit, ce vaccin ne garantit nullement la non-transmission par celui qui s'est fait vacciner du virus. Alors, il y a... Je ne sais pas quel autre, paradoxe, je sais pas quelle autre démonstration il faut faire. Même les médias mainstream, allez, tout le monde peut regarder, qui avaient pris fait et cause pour le vaccin, sont perdus. Ils sont perdus. Regardez ce qui se passe, parce qu'il faut lire les événements. Ils sont perdus, ils disent, mais à quel sein nous vouer? C'est Alain Fischer, qui est le monsieur vaccin en France, que le gouvernement a pris pour convaincre les réticents, qui dit ces 3 choses, qui sont claires. Ça veut dire, le vaccin n'est pas fiable, en français facile. On l'a fait savoir d'ailleurs sur ce plateau. Le docteur en chef, le médecin, la scientifique en chef de l'OMS, docteur Soumya Swaminathan, le nom est un peu difficile à prononcer, c'est un médecin d'origine indienne, a déclaré le 7 janvier dernier, sans détour, qu'il n'y avait aucune preuve qu'une fois vaccinée, la personne vaccinée ne transmettrait pas le virus. Elle l'a dit. Médecin scientifique en chef à l'OMS. Oui. Quelle autre preuve on demande? Allez-y, vous allez donner quelques preuves d'autres. Vous avez le patron de Pfizer. Parce que ça, c'est des éléments factuels. Parce qu'on nous dit, vous êtes des complotistes. Mais voilà des noms qu'on peut vérifier, des choses qu'on peut vérifier, et c'est des références dans le domaine. Le patron de Pfizer, Albert Bourla, il dit, je ne me ferai pas vacciner. Mes cadres aussi. Je ne vois pas pourquoi je dois me faire vacciner. Le patron de Pfizer, donc l'un des vaccins les plus... Même ses propres cadres ne vont pas se faire vacciner. Mais il l'a dit. Il dit, ni moi, ni mon équipe ne se fera vacciner parce qu'il estime qu'il n'a que 59 ans et il n'est pas une personne à risque. Et il ne veut pas donner, suivez bien, il dit, je ne voudrais pas, en me faisant vacciner, donner le mauvais exemple aux personnes qui ne sont pas des personnes à risque. Je ne sais pas j'ai même envie de dire pourquoi on est encore assis là à dire des choses aux gens. Si les gens refusent de comprendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Et je vais vous signaler que, vous le savez peut-être, je vais peut-être vous le rappeler, parce qu'il s'agit de lire entre les lignes et de savoir ce qui est en train de se tramer. Contre nous, contre nos vies, parce que ce qui est derrière, en réalité, c'est le retour à la pensée unique, c'est l'imposition de l'orientation vers le transhumanisme. C'est exactement ce qui est en train de se tramer. L'homme augmenté, les nanotechnologies, le contrôle total qu'est en train de nous dessiner le nouvel ordre mondial et tous ses apôtres, que sont Elon Musk, qui est désormais première puissance financière mondiale. Vous savez qu'il est désormais numéro 1. Elon Musk, allez savoir, c'est lui qui réfléchit sur l'homme augmenté qui va dépasser la machine en termes de capacité mentale. Le premier test
est fait sur un cochon qui a déjà une puce sur le cerveau et après ça va passer à l'homme. Vous avez le patron de Facebook, Zuckerberg, et le patron de Google qui sont en train de s'associer pour dépasser les capacités humaines pour atteindre la mort de la mort, l'immortalité de l'humain. Voilà ce vers quoi on s'oriente. Mais la vérité, c'est que pour faire tout ça, il faut pouvoir repartir de zéro, ce qu'on a appelé le grand reset. Ça veut dire qu'on ne peut imposer une nouvelle réalité, un nouveau monde, parce qu'ils sont en train de reconfigurer le monde selon leurs desiderata. Mais pour le faire, il faut bien que tout s'arrête pour qu'on puisse demander où est la solution et qu'on s'agenouille et qu'on se prosterne devant la première solution qui va se présenter. Je vais vous rappeler que l'Union européenne, à travers son Parlement, a de façon extraordinaire remis en cause les fondements même de sa politique sanitaire publique. Dans une loi qu'ils ont modifiée uniquement par rapport au coronavirus et au vaccin qui allait venir. Vous comprenez où est le complot et vous comprenez la manigance qu'il y a derrière tout ça. Le Parlement européen, à travers donc cette nouvelle législation-là, vous pouvez aller vérifier. Je vais vous lire d'abord juste le titre de la législation pour que ceux qui sont récalcitrants et qui nous traitent de complotistes puissent aller vérifier. Règlement Union européenne 2020/1043 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020. Ils ont exceptionnellement, de façon extraordinaire, de façon précipitée, contre toute attente, modifié les lois et règlements du Parlement européen pour permettre ce qui n'était pas permis à l'époque, qui n'avait jamais été permis, qui n'avait même pas été pensé, c'est l'application expérimentale des OGM, organismes génétiquement modifiés, sur l'humain. Donc les manipulations génétiques. Allez regarder cette loi-là à son article 16, que je ne vais pas lire ici, mais allez regarder l'article 16 de cette loi. C'est sur le net, c'est partout. Il faut nous lire ça hein, pour nous. Je vais vous lire ça, avec votre permission. Lisez-nous ça, s'il vous plaît. Avec votre permission, je vais donc lire ça. Article 16, relatif à la conduite, donc c'est le règlement du Parlement européen relatif à la conduite d'essais cliniques avec des médicaments à usage humain, contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes est destiné à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus ainsi qu'à la fourniture de ces médicaments. C'est quelques lignes, 3-4 lignes, je vous le lis. Article 16, il y a plusieurs articles, mais l'article 16 nous intéresse particulièrement. Il est capital que les essais cliniques avec des médicaments expérimentaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes est destiné à traiter ou à prévenir la COVID-19 puissent être menés au sein de l'Union européenne, qu'ils puissent commencer le plus rapidement possible et qu'ils ne soient pas retardés en raison de la complexité des procédures nationales mises en place par les États membres en application des directives 2001/18/CE et 2009/41/CE. Voilà ce que l'Union européenne a modifié dans sa législation pour permettre, à la faveur de l'imposition du vaccin, du pseudo-vaccin contre le soi-disant le Covid-19, a dû imposer dans sa législation, et vous avez lu avec moi, qu'il faut faire vite, il ne faudrait pas perdre de temps. Mais quelle est cette précipitation? On n'a jamais vu ça. Donc, il est clair, quand je reprendrai la parole, je vais m'appesantir sur l'Afrique. Parce que c'est le plus important. Là, on est en train d'exposer la mascarade à laquelle on est en train de nous soumettre. Justement, nous commençons à entrer pour parler justement de l'Afrique. Albert Anatola ici, pendant que tous les matins, nous prenons l'initiative d'informer justement les Africains sur cette supercherie. Je vais scandaliser. Allez-y, c'est votre dans le plus absolu. Sur 100 Africains à la peau noire, parlons comme ça. Oui. Écoutez bien ce que je vais vous dire, hein. C'est effrayant ce que je vais vous dire. Sur 100 Africains à la peau noire, vous avez 55% qui sont noirs de peau, mais qui ne sont pas des Africains. Je répète ce que je viens de te dire. Sur 100 Africains à la peau noire, vous avez plus de 55%
Et je suis gentil. Oui. Certainement plus. Je suis gentil. Pour ne pas être dramatique, vous avez plus de 55% qui sont noirs de peau, qui ne sont pas les Africains. Ça veut dire qui travaillent et qui sont heureux de voir l'Afrique mourir et disparaître. Dès que vous soulevez la moindre initiative qui va dans le sens du salut de l'Afrique, ces 55%-là, ils vont se dresser contre vous. Alors, il faut expliquer ça, on va aller très loin. Mais j'avais déjà eu indiqué ce que j'appelle la fabrication du nègre. Comment est-ce qu'il faut le monter très loin pour voir ce qu'on appelle la fabrication du nègre. Ce n'est pas dans le sens... monsieur là nous a interpellé ici sur le fait de ne pas rejeter ça, de ne pas dire que de ne pas vouloir nous justifier d'être nègre. Oui. Ce n'est pas dans ce sens. J'ai très bien compris sa démonstration et je la partage. Mais je parle qu'il y a depuis un bon moment dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu un moment où la production de l'homme noir, c'est-à-dire que son avènement quotidien en tant qu'individu, il a perdu ce ressort depuis très longtemps. On avait plein là comme ça. Donc je vais même aller même plus loin. Si vous fondez une dynamique de changement réel à l'Afrique, en comptant sur l'extraordinaire lucidité des Africains, vous avez déjà échoué. Donc moi je dis à ceux-là qui nous insultent ou bien qui bavardent dans les réseaux sociaux, qui ne nous surprennent pas. Nous ne comptons pas sur eux pour le changement. Il faut que quelqu'un comprenne. Ils ne verront pas Balakali devant leur porte un jour pour leur dire « Pardon, rejoins le combat ». Je ne suis pas naïf. Je n'ai pas le temps à perdre. Les ressorts du changement sont ailleurs, dans des choses qu'ils n'imaginent même pas. C'était une parenthèse. Monsieur Goss, ce qui est dit sur ce plateau depuis ce matin, par monsieur là et monsieur Aït, ce qui vient de finir, c'est-à-dire, au moins devant l'histoire, nous aurons fait notre part. Oui. Et je suis fier parce que j'ai ma conscience tranquille. Vous comprenez? On vient de vous démontrer que ces affaires de vaccins, c'est du n'importe quoi. C'est de la criminalité pure et simple. Dans la conception, dans la mise en œuvre, dans l'élaboration, dans tout ce qu'ils font, l'essence, c'est le crime, monsieur. Et c'est un crime transcendant. Vous savez ce que ça veut dire, un crime transcendant? Alors, je parle du point de vue de Spinoza, c'est un philosophe occidental. Un crime transcendant, ça veut dire que le crime part même jusqu'au niveau... On tue d'abord Dieu en tant que concept et idée qui peut travailler dans la tête des hommes. On le tue d'abord et on vous tue. Donc, ce genre de crime-là, on ne le définit même pas. Nous n'avons pas affaire à des êtres humains, on n'a pas affaire à une démarche d'être humain. Il faut d'abord partir sur cette base-là. Écoutez, monsieur, tout à l'heure, il vous a parlé de la liberté d'expression. Il vous a parlé de la pensée unique. Où sont les Africains, les démocrates? Ils sont où? On ne les voit pas d'ailleurs. Hein. Mutisme total. Nous, depuis 10 ans, on dit qu'il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Qu'il n'est pas possible que la périphérie soit en néocolonie et que le centre, lui, soit démocratique. C'est impossible, puisqu'il y a une interaction organique entre le centre et la périphérie. On a dit non. Vous soutenez les dictateurs. On vous paye pour défendre les dictateurs. Vous couvrez les dictateurs, donc vous n'êtes pas crédible. Ils sont où, les gens-là? Mais sortez de vos trous. Sortez de vos trous. Où est la dictature? C'est en Afrique. Où est la dictature? Vous appelez vos gouverneurs là, les dictateurs? Mais voilà la dictature qui est devant vous, la vraie. Et maintenant, c'est maintenant qu'on va voir les vrais démocrates. C'est maintenant qu'on voit les vrais démocrates. Tout est censuré. Vous pouvez dire aucune parole qui déplaît à M. Zuckerberg. Zuckerberg, c'est qui? Qu'est-ce que connaît ce monsieur? Il a quelle culture pour décider que moi et là, et ici, et vous, on doit penser comme ça? Zuckerberg, il est qui? C'est qui? Monsieur Ngoss. Mais c'est lui qui dicte. Il dicte. Ce qui doit être dit sur Facebook. Ce qui doit être dit. Et on commence à vous prévenir où ça dictature, monsieur Ngoss. Lorsqu'on confisque les données des gens sans leur avis et on les vend. Qui a vendu les données des peuples à Bill Gates? Vos données numériques sont qui? On les a vendues. Est-ce que vous le savez? C'est désormais la propriété de monsieur Bill Gates et autres, les Zuckerberg. Est-ce que vous le savez? Maintenant, ils ne cachent même pas. Maintenant, ils veulent normaliser ça à travers les... Ils ont averti à voir ça partout. Ils veulent normaliser le crime qui est déjà fait pour vous dire que désormais, ils vont prendre ça. Monsieur Ngoss. Et ils vous disent pas pourquoi ils vont prendre. Ils ne cachent même pas. Que mais nous voulons faire les affaires. Nos affaires doivent grandir. Monsieur Ngoss. Démocratie. Si un président africain avait tenté ce genre de choses, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? On aurait tout dit. Alors la lâcheté qui consiste à venir traiter des faibles, ça parce qu'ils sont présidents qui ne sont pas faibles. Hein. Nos présidents, on les tue comme des mouches quand on veut les tuer. Oui. Vous avez vu le traitement que M. Macron
a infligé au président de Burkina Faso à Mondovision. Combien d'Africains ont réagi? M. Macron. Et dans son pays, hein, M. Gaulle. Donc, si, c'est maintenant que les démocrates africains doivent montrer qu'ils croient qu'ils sont les démocrates. C'est maintenant. Voilà les vrais dictateurs devant vous. Sortez, défiez-les. Ils se cachent tous. Au contraire, ils dansent et les félicitent. Parce qu'ils partagent le même imaginaire. Ce sont des nazis. Voilà la démarche nazie. M. Biden vous dit que tous les pro-Trump sont des terroristes de l'intérieur. C'est ce qu'il a dit après le 6 janvier. Ça veut dire, ça rappelle aux États-Unis ce qu'on appelle le macartisme. Il sait de quoi je parle. Le macartisme, c'était à l'époque aux États-Unis, on traquait tout ce qui était soupçonné d'être communiste. C'est-à-dire que si tu avais fait le rôle dans ta vie d'être américain et d'être communiste, ça dit que tu étais l'ennemi public à abattre. Mais on pouvait même comprendre ça à l'époque, il y avait la guerre froide. Absolument. Est-ce le même contexte aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut donc justifier que M. Biden annonce, alors qu'il n'est pas encore président des États-Unis, il annonce, il vous dit que ceux-là, dans les 74 millions d'Américains qui ont fait l'erreur de leur vie de voter pour Trump, sont les terroristes de l'intérieur. Alors, vous savez comment on traite un terroriste dans le monde, non? Oui. M. Macron, il vous montre ça tous les jours. Quand il désigne quelqu'un, on le désigne, on dit que c'est Ella qui a fait tel attentat, sans aucune enquête digne de ce nom. On ne lui donne pas la parole. Dès qu'on dit que c'est lui, qu'est-ce qu'on fait? On l'abat. Ça veut dire que M. Biden, il s'apprête à abattre 74 millions de supposés pro-Trump aux États-Unis. Et vous croyez qu'ils vont s'arrêter là-bas? Non, il faut que les gens... c'est maintenant qu'on va voir qui en Afrique a été un jour démocrate. N'importe quoi. On parle de quoi? Monsieur Ngoz, on parle de quoi? Alors, vous voyez, tous ces gens-là, leurs arguments, c'est quoi? C'est que Michelle Obama est belle. Elle a les cheveux comme ça raffinés. Kamala Harris s'habille très bien. Obama, il est beau. C'est une noire. Monsieur Obama, il est beau, il est élégant, il est calme. C'est un noir. Voilà les arguments qu'on vous oppose devant des gens qui portent les projets les plus criminels que l'humanité ait jamais connus dans la vie. Voilà les arguments qu'on vous oppose en Afrique. On vous dit que non, ils sont élégants, ils sont noirs, machin et consort. Elle est très belle. C'était la première femme va devenir président, machin et consort, parce que Joe Biden, d'après leur plan, c'est une parenthèse, Joe Biden se retrouve un an, on va le démolir là-bas. C'est leur plan. Le patron de l'affaire ici vous a dit, s'appelle Barack Obama. Et les Africains ne veulent pas réfléchir pour répondre à une question fondamentale. Comment expliquer que l'homme le plus méchant de la Terre à l'heure actuelle, c'est un noir, il s'appelle Obama? Ils ne peuvent pas répondre à ça. On se cache derrière les fantasmes de la peau. Où sont les démocrates américains? Parlant de Covid, M. Ngoz, on vous dit, les gens qui marchent dans les rues, dans le monde, sont qualifiés d'être des ennemis du peuple parce qu'ils propagent le virus. Vous comprenez? C'est pas ce qu'on nous dit. Donc, toute manifestation à l'air libre est supposée être dangereuse. Alors moi, je pose la question aux savants de ce monde. À l'heure actuelle, est-ce qu'on ne joue pas des matchs de football en public? On joue. Sans spectateurs. Ce n'est pas jouer en air libre. Depuis qu'on joue les matchs de football, combien de footballeurs sont tombés dans un stade ou bien ont été arrêtés ou bien on vous a dit qu'après ils sont tous malades? Est-ce que le stade n'est pas un endroit public à l'air libre? Les gens qui s'assiedent matin, midi, soir dans les jeux de hasard et consorts pour regarder les joueurs jouer, dans les gradins vides, avec des sons artificiels qu'on met pour vous faire croire que pour mettre l'ambiance du vrai football, qu'ils me disent, est-ce que les joueurs là, ils sont des extraterrestres ou bien ils peuvent avoir le Covid? Ou bien le Covid s'arrête dès que le match commence et reprend dès que le match finit? Mais on nous prend pour de qui? Si moi je ne peux pas aller à la plage, si on va faire une manifestation de 10, 20, 30 personnes sans porter le masque, toutes ces choses-là, comme me disent pourquoi les joueurs qui jouent à l'air libre n'ont pas de maladie, ne sont pas un danger. Et qui sont en contact. Et qui sont en contact même. Qui s'embrassent également. Non, mais parce qu'ils respirent encore à vitesse, parce qu'ils. Mais ils devraient jamais les masques, les joueurs, non? Oui. Ils devraient jamais les masques. On devrait concevoir un masque particulier pour le. Parce qu'ils respirent même encore plus vite que moi et vous qui marchons dans la rue. Non, mais il y a un problème. Il faut qu'on explique ça. Et il a dit tout à l'heure que ça ne sert à rien qu'on vienne s'asseoir ici. On parle à qui? On parle à qui? On parle à qui? Alors, là, je vais revenir sur le. Il a parlé tout à l'heure de M. Pfizer. Je voudrais rappeler que ce monsieur-là, ce jour-là, il a été introduit par le Premier ministre. C'est que vous comprenez très bien. Ce n'est pas une affaire de quartier. Le jour-là, M. Jean Castex est venu faire son exposé. Et c'est lui qui a introduit M. Pfizer comme étant M. Vaccin. Pour venir consacrer sur le plan scientifique
Monsieur Fischer. Monsieur Fischer, Monsieur Vaccin, Monsieur Jean Castex l'a introduit pour qu'il vienne corroborer les thèses du Premier ministre. Absolument. Il a descendu le vaccin, Et le Premier ministre était assis là, oui. à côté. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est un hasard? C'est un jeu à ce niveau-là, Monsieur Gross? Pas du C'est un tout. jeu. Attendez, je termine. Terminez. Devant les médias, s'il vous plaît. Devant les médias. Allons-y, Non, messieurs. parce qu'on dit que on bavard. Alors, je vous parle. Il n'y a pas longtemps, on a fait une perquisition chez Pfizer. Là, maintenant, c'est pas le monsieur Vaccin, c'est l'entreprise de Pfizer. Il y a eu une persécution. Une perquisition chez monsieur Pfizer. Vous savez pourquoi? Les Pfizer avaient déjà stocké depuis 2019. C'est vrai. Ça fait très mal. Depuis 2019, ils avaient déjà stocké les doses de vaccins. Pour lutter contre quoi? Et c'est venu les complotistes? C'est venu les complotistes? On allait perquisitionner pour savoir, mais vous avez stocké des vaccins depuis 2019, donc il y a un problème. Comment est-ce qu'ils sont conservés? Comment ça se passe? C'est ça que vous mettez sur le marché? C'est ça? Monsieur, il y a des avocats qui ont le document de perquisition. Monsieur Ngoz, non, je vous assure, si nous sommes des êtres humains, on fait ça, c'est quoi ça? Et vous avez dit tout à l'heure, et là c'était les présidents africains courent, les chefs d'État, les pays africains courent pour vouloir laisser vacciner, chercher les vaccins. Et on va demander au peuple d'obéir. Et ceux qui ne vont pas obéir, on va dire qu'ils sont des terroristes, ils sont dangereux, et que ce sont les gouvernants qui sont des gens qui veulent notre bien. Comment vous allez justifier des vaccins dans les pays africains? Moi, je dis ça tous les jours. Comment un pays comme le Cameroun peut justifier les vaccins? Lui, quel était le guérison record dans le monde? Avec autant de preuves. Un vaccin où l'inventeur même vous dit que ça ne soigne rien du tout. Alors, l'enjeu du vaccin, le vrai enjeu, il y a un enjeu derrière, monsieur. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les globalistes sentent qu'il y a une résistance qui n'est pas prévue dans le monde. Ils le sentent. Ils ne va pas. Et rapidement, ils sont en train de... Comme ils ont trouvé plusieurs scénarios sur la table, ils sont en train de réfléchir. Et ils sont en train de... Ils disent que, dans un premier temps, on peut même faire des vaccins qui ne font rien aux gens. Puisque n'oublie pas que l'enjeu, c'est aussi de vendre des vaccins. Il y a un colossal enjeu. C'est dans le business plan. Très bien, business plan. Il y a d'abord, l'affaire d'abord, c'est de gagner des centaines de milliards. Oui. Voilà, de dollars. Pour que ceux qui sont dans ce secteur-là soient plus riches que les autres et plus forts. Il vous a parlé de Elon Musk tout à l'heure, qui est dans une... Parce qu'il ne faut pas oublier que le capitalisme, c'est une affaire de profit. Donc celui qui a le plus d'argent, qui est puissant, est le patron des autres. Oui. Donc, il ne faut pas perdre ça. Donc, dans un premier temps, autant même mettre dehors des vaccins qui, comme le genre ici, ils ne font absolument rien. Bon. Je ne dis pas que c'est ça. Oui. Les vaccins sont mauvais. Mais je dis que dans leur scénario, je dis ce que moi j'ai lu. Dans leur scénario. Donc il est question, voilà pourquoi ils font des schémas, ils vous disent que 2021, 2030. Tu es au courant de cet agenda, de ce planning, 2021, 2030, pour boucler le grand reset. C'est ça le plan. Pourquoi on élargit? Pourquoi il y a cette élasticité-là? C'est qu'ils disent que bon, si dans un premier instant, il y a beaucoup de résistance, on les trompe d'abord avec des trucs qui ne font rien. Et quand ils vont s'endormir, ils disent que non, c'était une fable et qu'on sort. On sort le grand frère. Le projet est clair. Dans tous les documents, ils l'ont dit. Il faut un vaccin pour transhumaniser les gens. Et deuxième enjeu, diminuer la population mondiale. Dans un premier temps, 15%. Projet qui existe depuis 1974. Claire, Kissinger. Mais le projet Kissinger, on vous l'a montré le document ici. Donc, celui qui en a besoin, ne vous inquiétez pas, je vous donne une copie. Il va se débrouiller à lire. Et là derrière, M. Bliget a dit 15%. Et les 15%, c'est dans les pays du tiers-monde en général, et en particulièrement, d'abord, les Africains. Il a voulu nier. Quand c'est parti, les gens ont sorti la vidéo originale, on l'a mis sur Internet. Tu l'avais déjà dit. Oui. Donc le projet est clair. Donc cette affaire de vaccin, M. Ngoz, à moins qu'un pays lui-même fabrique son vaccin, comme le fait la Russie, le vaccin est injustifiable. Ne pensons le vaccin pour aller mettre sur un être humain, c'était du côté de Satan. Merci, messieurs. Permettez-moi de dire